il est 20h. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. 7 mai 2017. Ce soir-là, aucun suspense. Dès 18h30, Emmanuel Macron félicite ses troupes à son quartier général. Il sait qu'il est sur le point de battre Marine Le Pen et de devenir le plus jeune président de la Ve République. Impossible d'attendre la confirmation seul. À 19h59, c'est entouré de dizaines et de dizaines de personnes qu'Emmanuel Macron s'installe aux côtés de sa femme sur un petit canapé face à la télé du QG. Victoire sans appel, mais un chiffre fait tiquer une partie de son entourage. La participation très faible, on s'en souciera plus tard. Il faut mettre la dernière touche au discours du Louvre. Emmanuel Macron relit ses notes, : ouvrez les guillemets, ce que nous avons fait n'a ni précédent ni équivalent. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. Pour être qui ministre, qui Premier ministre, qui président de la République, il faut être député. Mais ça, c'est le cursus honorum d'un ancien temps. Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, c'est mon habitude. C'est de la poudre de perlimpinpin. Les Conquérants, un podcast BFM TV avec Maxime Switek et Alain Duhamel. Alain, il y a une petite question qui me turlupine. Au niveau des impôts, vous êtes en règle ? Totalement. Parce qu'on est quand même à Bercy ici, pas de blague. Ils peuvent arriver à tout moment et contrôler tout ça. Nous sommes, pour ce 8e épisode des Conquérants, au ministère de l'économie. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, entre août 2014 et août 2016. C'est ici, dans ce bâtiment, qu'il a imaginé sa campagne. Je pense qu'elle lui trottait déjà dans la tête à ce moment-là. Mais la mise sur pied à la fois des équipes, du projet, du système d'information, puisque en matière de communication, il a quand même beaucoup innové sur les réseaux sociaux. Les deux plus imaginatifs, c'est Mélenchon et lui. Donc tout ça, c'est à ce moment-là, oui, et c'est ici que ça se préparait. Et puis les contacts politiques également. Si j'étais soutien de François Hollande, je dirais que c'est ici qu'il a fomenté sa campagne. François Hollande, je ne sais pas s'il le dirait, mais il le pense sûrement. La présidentielle de mai 2017 peut se résumer en une seule et longue question. Comment un jeune homme de 39 ans, inconnu des Français 3 ans auparavant, au CV politique ultra mince et soutenu par aucun des deux partis historiques, comment cet homme a-t-il pu remporter sans vraiment trembler cette élection ? Alain Duhamel, nous avons 30 minutes ou un peu plus pour y répondre, sachant que cette campagne 2017 est sans doute l'une des plus folles que l'on ait vécues. Un président sortant incapable de se représenter, un des favoris terrassé par les affaires et donc l'émergence surprise d'un candidat que personne n'avait vu venir. Emmanuel Macron, la surprise. Replongeons-nous dans l'ambiance de 2017. 2017, Vianney s'en va. Diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Vianney s'en va, Julien Doré, lui, nous emmène à la plage. Sur la plage, Coco. Sur la plage, Coco. Je m'arrête là pour l'ambiance musicale. En 2017, Donald Trump prête serment et débarque à la Maison-Blanche. Neymar arrive au PSG, Mbappé aussi. Un grand plaisir de faire partie d'un grand club comme ça. Je pense que c'est le projet idéal selon moi pour progresser. En 2017, le New York Times et le New Yorker révèlent l'affaire Harvey Weinstein. MeToo s'écrit par millions sur les réseaux sociaux. En 2017, la Française Iris Mittener est élue Miss Univers et Thomas Pesquet rentre de son premier voyage, 6 mois, dans l'espace. Accueilli comme un héros, sous les applaudissements de ses amis et collègues du Centre européen des astronautes de Cologne. Thomas Pesquet est encore chancelant, aidé de médecins. L'atterrissage, c'est un peu l'équivalent de faire, je pense, quelques tonneaux sur l'autoroute à pleine vitesse, parce que c'est vraiment comme ça qu'on l'a ressenti. En mai 2017, la France passe tout juste sous la barre des 10% de chômeurs. Alain, d'ailleurs, comment va la France en mai 2017, après 5 ans de présidence Hollande ? Les Français sont réfractaires. Réfractaires à tout le monde, réfractaires à la situation, qu'ils jugent très mauvaise. En fait, elle a été pire quelques années auparavant, mais enfin, elle n'est quand même pas flambante. Ils en veulent à tout le monde politique et à tous les partis politiques. Ils sont contre. Voilà, les Français sont contre. Contre tout et tout le monde. Contre eux.
contre. Le quinquennat a été particulièrement chahuté. Ah oui, c'était un des plus chahutés de l'histoire. Bon, il y a eu mai 68, évidemment, et donc le deuxième septennat du général de Gaulle. Mais autrement, c'est celui qui a été le plus chahuté. Ça l'a été dans tous les domaines. Ça l'a été sur le plan social, ce qui ne va pas de soi quand c'est un gouvernement de gauche au pouvoir. Ça l'a été sur le plan économique, parce qu'on est encore en pleine crise. Et sur le plan politique, c'est la bérésina générale, qui commence à l'Élysée, avec François Hollande, mais qui en réalité touche le Parlement, bien entendu, avec les frondeurs qui accumulent à la fois les provocations et les attaques au-dessous de la ceinture et qui jouent contre leur camp pendant toute cette période, qui sont parmi les grands responsables de la détérioration de la situation politique globale. Les frondeurs sont devenus le symbole politique de cette période-là. Nous sommes le jeudi 1er décembre 2016. À l'Élysée, le président Hollande fait semblant de rien. Dans quelques heures, il doit annoncer l'une des décisions les plus douloureuses de sa carrière politique. Mais en attendant, il honore tous ses rendez-vous. L'après-midi, il sourit avec les athlètes médaillés des Jeux de Rio. En début de soirée, il remet quelques décorations, notamment au réalisateur Raymond Depardon. Puis, il lui faut traverser la rue pour rejoindre le studio télé. Il fait nuit, la maison du silence, comme il appelle l'Élysée, ne respire plus. Pour une fois, très peu sont dans la confidence. François Hollande attend dans le petit couloir avec son conseiller en communication et sa maquilleuse. Monsieur le Président, il faut y aller. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir pour vous faire connaître la décision que j'ai prise dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Premier mot, ceux qui le connaissent ont tout de suite compris. Sa voix est blanche, presque étranglée, mais François Hollande donne d'abord le sentiment d'essayer de se battre, de défendre coûte que coûte son bilan. Depuis mai 2012, j'ai agi avec les gouvernements de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls pour redresser la France et la rendre plus juste. Aujourd'hui, au moment où je m'exprime, les comptes publics sont assainis, la sécurité sociale est à l'équilibre et la dette du pays a été préservée. Il faut attendre plus de 8 minutes avant que la décision ne tombe. François Hollande baisse la tête, replonge ses yeux dans ses notes, une fois, deux fois, trois fois, puis vient la phrase. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Cette phrase-là est inédite. Plusieurs témoins m'ont raconté comment il s'était comporté au moment où il a remis les décorations, et il était imperturbable et même souriant. Ce qui demande une maîtrise de soi quand même peu banale. Et puis, c'est le symbole non seulement d'un échec personnel, bien entendu, sans précédent, mais aussi de l'état de la société. Pour que le président sortant soit dans l'incapacité de se représenter, il faut que tout se dérègle en même temps. Et c'est le sentiment qu'on a, qu'il y a un dérèglement général. Surtout, on a l'impression que c'est la société politique et même le système politique qui est en train non seulement de gripper, mais d'une certaine manière d'exploser, de partir dans tous les sens. Et ça n'a jamais existé sous la Ve République. Une question avant d'avancer. François Hollande n'a pas vu venir Emmanuel Macron ? Il l'a vu venir tard. Il ne me l'a pas dit comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai senti. Ma thèse personnelle est qu'il a d'abord été réticent sur l'entrée de Macron en politique. Ce n'est pas lui qui a souhaité en faire un ministre, c'est Manuel Valls. Donc il a d'abord été réticent. Ensuite, il a été littéralement ébloui par ses facilités intellectuelles et par sa capacité de nouveauté, et même plus que de nouveauté, d'innovation. Et il s'est dit qu'il tenait là sans doute quelque chose qui ressemblerait à la fois à un complément. Lui était social-démocrate, François Hollande, et que là c'était Emmanuel Macron, social-libéral. Il le voyait bien, mais il se disait qu'après tout c'était une aile dont il avait grand besoin et qu'il ne possédait pas. Et je crois que dans sa tête, il se disait que si lui, François Hollande, était candidat, a été réélu, ça ferait un très bon Premier ministre du deuxième quinquennat et un dauphin. Pour les Hollandais, il n'y a aucun doute. Emmanuel Macron les a bernés et depuis longtemps. Tous ont vu apparaître ce jeune inspecteur des finances, jeune banquier, dans l'entourage de François Hollande dès 2008. Ils l'ont vu grandir, prendre de plus en plus de place, notamment pendant la campagne de 2012, puis à l'Élysée comme secrétaire général adjoint. Mais pendant toutes ces années, il y a une chose qui les a fait tiquer. Emmanuel Macron a refusé toutes les circonscriptions qu'on lui a servies sur un plateau. À Marseille, à Dijon, dans le Pas-de-Calais, dans les Hautes-Pyrénées, Emmanuel Macron ne dit jamais oui, ne dit jamais non, mais visiblement, il n'a pas envie de ferrailler aux législatives et se méfie d'un vieux parti comme le PS. Certains éléphants aussi se méfient de lui,
pas François Hollande, il le nomme à Bercy en 2014, ministre de l'économie et de l'industrie, à 36 ans donc. Et je refais une pause, Bercy c'est le tremplin. C'est très rare que ce soit le tremplin pour un ministre des Finances. Ça a été le cas pour Valéry Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy y a passé 1 an, ce qui est moins significatif. Le tremplin logique, c'est d'être nommé, c'est aussi à Bercy, secrétaire d'État au budget. C'est souvent là où on nomme le grand espoir de sa famille politique. Bon, il en a fait un ministre parce que je pense que Emmanuel Macron ne serait pas venu s'il n'avait pas été ministre. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui avait tout à fait conscience de ses aptitudes personnelles, et conscience aiguë des faiblesses de tous les autres. La légende, Alain, raconte que c'est ici, là où nous sommes à Bercy, qu'il organise parfois 2 ou 3 dîners par soir pour rencontrer un maximum de monde et se construire un carnet d'adresses gigantesque. Alors, 2 ou 3 par soir, il y a un peu de légende. Peut-être qu'il y en a eu quelques fois 2, 3 je n'y crois pas trop, même s'il est insomniaque, comme chacun sait. Oui. Enfin, quand même, tout le monde n'est pas insomniaque. Ce qui est certain, c'est qu'il a énormément et méthodiquement reçu, et que c'est là où, à la fois, il a reçu des chefs d'entreprise, c'était son job, mais qui ont été très vite fascinés, en se disant, tiens, voilà un homme politique qui nous comprend. Alors ça, c'est rarissime. Il a fasciné beaucoup de parlementaires. Il a reçu énormément de parlementaires, socialistes plutôt, mais pas exclusivement, aussi centristes ou de droite modérée. Mais c'est aussi là où il a reçu beaucoup de, non pas du tout Paris comme on disait dans les années 50, mais du show business. Alors là, il y a un côté banal et il y a un côté méthodique. Le côté banal, c'est que quelqu'un qui commence à percer en politique est ivre de joie à l'idée de se dire qu'il va tomber sur tel chanteur, qu'il va faire venir tel comédien, etc. Il y a un côté midinette. Oui, mais absolument. Et alors, méthodique, hein, ça j'ai toujours vu ça. Midinette méthodique. Alors, il y a ça, et puis il y a le fait qu'il cherche, non pas du tout des parrainages, mais des gens connus, puisqu'il a tout à construire, qui à un moment pourront apparaître derrière lui quelque part dans un décor... Ce qu'au fond, Nicolas Sarkozy a monté minutieusement pendant 30 ans, et ce que tous les hommes politiques rêvent de faire, en réalité. Je vais parler de vous à la 3e personne. Enfin. Je savais que ça vous ferait plaisir. Quand Alain Duhamel rencontre Emmanuel Macron, ou inversement d'ailleurs? Non, c'est moi qui vais demander. C'est bizarre, mais c'est comme ça. En 2015. Il est ministre, il est ici à Bercy. Oui, mais on ne déjeune pas ici. Ah oui. Déjeuner où? J'aime bien, on voyage avec vous dans Paris, c'est bien. Eh ben, je peux vous le dire, à la Méditerranée, voilà, en face de l'Odéon. Très bien, et vous mangez? Très correctement. dans un petit salon. Ah oui, quand même. Au premier étage, non, mais un petit salon janséniste. Au premier étage. Sans fioriture. Oui, au premier étage, et je me rappelle surtout... La question autour de laquelle je l'ai senti tourner un bon moment, il a commencé par nous expliquer ce qu'il faisait, les parlementaires. Il séduisait les parlementaires comme ministre de l'économie, ce qui est quand même pas le plus facile, un à un de façon incroyable. Moi, ça m'avait pour le tirer l'œil, comme on dit, parce que je connaissais pas ça depuis Giscard. Même des frondeurs comprenaient. C'était inouï. Bon, et j'ai senti qu'il tournait autour de quelque chose, puis il a fini par, on était 3 avec lui, il a fini par nous demander, est-ce que vous croyez qu'on peut être élu président sans être député? Alors on était 3, il y en a un qui lui a dit immédiatement non. Et moi, je lui ai dit immédiatement oui. Et il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit parce que maintenant, ce sont pas les cursus de parlementaires qui fabriquent un homme politique, c'est son contact avec le public, c'est son image, c'est sa communication, et dans les bons cas, c'est son action. Et je crois qu'il se l'est rappelé que je lui ai dit ça. Je pense que c'est la réponse qu'il espérait, bien entendu. Alors justement, quand Emmanuel Macron envisage-t-il de se présenter à la présidentielle? D'après les journalistes du Monde, Solène de Royer et Cédric Pietralunga, très tôt, selon eux, il en parle à des amis dès l'été 2015. Mais officiellement, il ne dit rien, et surtout pas à François Hollande, ce qui donne des scènes surréalistes, comme ce samedi 2 avril 2016, le président réunit à l'Élysée quelques conseillers, quelques proches pour préparer sa future campagne. Emmanuel Macron est invité, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, encore eux, racontent la suite. À la fin de la réunion, le ministre Macron prend le président Hollande par le bras et en aparté, il lui explique qu'il est sur le point de lancer un truc, un club, un mouvement de jeunesse. Ce truc naît officiellement 4 jours plus tard à Amiens, la ville d'Emmanuel Macron. Ce truc s'appelle En Marche.
et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Ce sera un nouveau mouvement politique, je ne sais pas si ça va réussir. Ce mouvement, ce ne sera pas un mouvement politique comme les autres, parce que je le veux ouvert, qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Alain, ce que l'on vient d'entendre rend fou les proches de François Hollande? Ah oui, absolument. Mais vous savez, il y en a un certain nombre qui mettaient François Hollande en garde depuis très longtemps. Je pense par exemple, puisqu'on est à Bercy, à Michel Sapin, qui était le ministre des Finances pendant que Emmanuel Macron était le ministre de l'économie, qui est le meilleur ami sans doute, en tout cas un ami très très proche de François Hollande. Dès le début, il s'est complètement méfié. Il a compris que c'était quelqu'un dont non seulement l'itinéraire, mais l'envergure n'était pas banale. Et il a vu la rapidité avec laquelle sa croissance politique se produisait. De 14 à 17, en 3 ans, la croissance politique d'Emmanuel Macron correspond à peu près à ce que fait un présidentiable normal en 30 ans. Mais en avril 2016, donc quand il lance son truc, quand il lance En Marche, il cache encore ses ambitions présidentielles ? Ah, il explique à François Hollande, ça je sais puisque François Hollande me l'avait dit, que ça sera complémentaire, qu'il y aura le Parti socialiste, et puis qu'il y aura quelque chose de plus jeune, de plus nouveau, de différent, qui sera plutôt plus à droite, mais que tout ça ira dans le même sens. Et juste après la création d'En Marche, François Hollande tente tout de même de mettre les points sur les i à la télé, sur la 2. Entre nous, non pas simplement une question de hiérarchie, il sait ce qu'il me doit, c'est une question de loyauté personnelle et politique. Et la réponse d'Emmanuel Macron dans une interview au Dauphiné est cinglante. Il explique qu'il n'est pas l'obligé de François Hollande. Là, c'est un crime de lèse-majesté. C'est surtout une mise au point très politique et très publique. Même si j'ai bonne mémoire, immédiatement après, je ne sais pas si c'est au téléphone ou parce qu'ils se voient quand ils sont encore sur place, mais il explique à Hollande que le journal lui a fait dire plus que ce qu'il voulait dire. Mais oui. Ça, c'est pratique. Mais incontestablement, à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus y avoir d'équivoque. Emmanuel Macron finit par démissionner de Bercy le 30 août 2016 par SMS. Oui, parce que il avait prévenu juste avant François Hollande, c'était à la fois une officialisation, mais c'était aussi une façon d'organiser un clash symbolique. Annoncer ça par SMS, une façon de dire c'est moi qui décide de m'en aller, je m'en vais et je ne vous dois plus rien. Mais François Hollande le convoque en disant va falloir que tu me dises ça les yeux dans les yeux. Il a raison. Oui. Oui. Ça faisait 6 mois qu'on était non seulement dans l'équivoque, mais dans l'incompréhension. Et Emmanuel Macron, à ce moment-là, évidemment, était déjà, j'allais dire ramé, mais ça va beaucoup plus vite que de ramer. C'est plutôt de kérosène dont il s'agit, parce que il faut se rendre compte, c'est sans précédent. Quelqu'un qui n'est rien et qui peut devenir tout. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas sur le moment, parce que personne n'y croit. Ça n'existe pas, ça. Emmanuel Macron pense en tout cas depuis des mois qu'il a un coup à jouer dans cette présidentielle. En janvier 2016, l'Institut de sondage Odoxa le teste pour la première fois comme candidat du Parti socialiste. Je précise bien du Parti socialiste, 22% d'intention de vote. Mais ça ne semble à ce moment-là qu'un feu de paille, qu'une hypothèse. Les autres instituts ne l'incluent pas systématiquement dans leurs différents scénarios. Et de toute façon, l'horizon semble bouché. Pendant toute l'année 2016, les uns après les autres, les instituts de sondage donnent un second tour entre Marine Le Pen et le candidat de la droite, Alain Juppé, François Fillon ou Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron ne s'arrête pas à ça. Le 16 novembre 2016, dans le garage d'un centre d'apprentissage de Bobigny, il se déclare candidat. Je suis candidat à la présidence de la République. Bien sûr, on ne se réveille pas un matin avec cette révélation. La décision de me présenter aux plus hautes charges de la République est le fruit d'une conviction intime et profonde, d'un sens de l'histoire et d'une conscience aiguë des temps qui sont les nôtres. Déclaration de candidature le 16 novembre et premier très gros meeting le 10 décembre. Porte de Versailles à Paris, 15 000 personnes et une voix qui déraille. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Alain, qui soutient Emmanuel Macron à ce moment-là? D'abord, un mouvement d'opinion. C'est rare les mouvements d'opinion spontanés, sans structure. Et il a su, dès qu'il est arrivé, en prenant sans arrêt des distances avec le gouvernement et avec le Parti socialiste, mais dès qu'il est arrivé, il a su tout de suite incarner la modernité. Or, la modernité, ça n'était pas exactement l'image de marque du Parti socialiste. Et donc, il a tout de suite été singulier. Alors, se sont intéressés à lui
très vite, d'abord des milieux économiques. On fantasme beaucoup sur l'aide que ça donne. Vous savez très bien que les sociétés n'ont pas le droit de donner d'argent, et donc autrement c'est plafonné. Alors c'est plafonné à un niveau qui est honorable, hein. C'est au maximum pour un couple 7 000 €, donc c'est pas négligeable. Mais enfin, c'est pas Rockefeller donnant de l'argent aux candidats démocrates de New York. Mais tout de suite, il les intéresse vraiment. Et puis, beaucoup d'élus ou de dirigeants socialistes, n'étant pas parmi les frondeurs, donc loyaux, mais se rendant compte que rien ne va plus et que les solutions ne viendront pas du PS, se tournent vers lui. Typiquement Gérard Collomb, Richard Ferrand, mais beaucoup d'autres. Et en plus, comme je vous le disais, à l'occasion de sa loi Macron, qui est une loi de modernisation un peu tous azimuts, il l'a voulu comme ça, construite comme ça, vendue comme ça, en pensant évidemment déjà à ce moment-là à la suite. Mais ça lui donne l'occasion de convaincre un à un beaucoup de députés influents de gauche et pas seulement de gauche. Et puis, il y a un renfort quand il commence à apparaître vraiment, à décoller vraiment. On peut dire, en tout cas dans le deuxième semestre de 2015, là très clairement, il y a aussi des centristes et des LR modérés qui se rapprochent très vite. Il y avait des désemparés de gauche et des désemparés de droite qui se disaient, après tout, c'est peut-être la solution. À l'époque, on dit deux choses. Candidat sans programme et candidat des riches. Alors, candidat des riches, c'est généralement ce qu'on dit des présidents qui ne sont pas de gauche. Et c'est vrai que les milieux économiques l'ont adulé. Parce que la loi qu'il avait proposée allait beaucoup moins loin que ce que eux auraient rêvé, mais allait nettement plus loin que ce que faisaient les socialistes. Et puis, il créait sans arrêt des occasions de se différencier, de se distinguer, de se démarquer, tout le temps, surtout. Avec, il faut dire, pas mal d'aplomb quand même. Évidemment, ça a joué. Et candidat sans programme ? Quand on lit, je l'ai relu il y a pas longtemps, son livre qui s'appelait de façon un peu impétueuse Révolution, on peut pas dire que ça ressemble à un programme. Ça ressemble à une idéologie. Il y a une composante social-démocrate, il y a une composante libérale, donc social-démocrate pour ce qui est la dimension culturelle, libérale pour ce qui est évidemment la dimension économique, social, c'est plus ambigu. Ça, c'est vraiment macroniste, le social. C'est-à-dire que ça n'entre pas dans les cases. Puis une dimension humaniste qui vient de Paul Ricoeur, le philosophe dont il avait été l'assistant, et ça fait une idéologie, pas une doctrine, c'est pas organisé, mais une idéologie, et une idéologie atypique. Oh, c'est un syncrétisme. Emmanuel Macron est donc candidat, mais pas favori. Le favori en décembre 2016 est absent. François Fillon est parti skier après avoir remporté à la surprise générale la primaire de la droite. L'histoire de cette primaire, justement, c'est donc d'abord celle d'un improbable comeback, celle d'un candidat qui n'a pas hésité à taper sur ses adversaires, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, à moquer leur condamnation ou leur mise en examen. Ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Qui imagine le général de Gaulle mis en examen ? Cette question finira par lui revenir en boomerang, mais à ce moment-là, en août 2016, elle fait mouche. Petit à petit, François Fillon grignote son retard. Alain Juppé, très sûr de lui, l'est soudainement beaucoup moins. Il a raison, François Fillon le bat au premier et au deuxième tour de la primaire, et très largement, deuxième tour, 66% des voix. Les électeurs de la droite et du centre ont trouvé dans ma démarche les valeurs françaises auxquelles ils sont attachés. Ces valeurs, je les défendrai. Et nous les partagerons avec tous ceux qui, dans leurs différences, aiment la France. La gauche, c'est l'échec. L'extrême droite, c'est la faillite. Je parle de vaincre ces partis politiques, pas de vaincre ces Français déçus, ces électeurs qui ne sont pas aujourd'hui des nôtres, mais qu'il me revient aussi d'entraîner vers l'avenir. Fin 2016, Alain, on a un favori, et un favori assez solide, c'est François Fillon. C'est pas le favori de la droite, c'est le favori tout court. Parce que la droite est plus puissante que la gauche. D'ailleurs, la gauche a perdu toutes les élections, et quelquefois de façon face à des raz-de-marée de droite. Donc la droite est potentiellement majoritaire à ce moment-là. Mais elle est en même temps totalement vermoulue. Parce que depuis le début du quinquennat de François Hollande, la droite LR n'a jamais cessé de se déchirer. Ça a été traité médicalement par les primaires, inventées par la gauche, mises en œuvre par la droite, avec un grand succès, jusqu'à 4 millions et même un peu plus. Ça permet à Fillon de s'imposer à la surprise générale,
Il avait été effacé comme Premier ministre, effacé délibérément par Nicolas Sarkozy aussi. Là, brusquement, moi j'étais fasciné pendant leur débat à la radio et à la télévision pendant les primaires, parce qu'il a clairement été le meilleur. Or, en matière de télévision, qui fait mieux que Nicolas Sarkozy ? Fillon, à ce moment-là, et intellectuellement, beaucoup, à Paris notamment, pensaient qu'Alain Juppé surplombait, et lui le croyait. Il était plus spectateur qu'acteur dans ces débats. Et là, Fillon a été, il faut dire les choses, excellent. François Fillon favori, sauf qu'un canard va tout changer. Le 25 janvier 2017, tout en haut de sa page de une, le Canard enchaîné écrit ceci. Les 600 000 € gagnés par Pénélope qui empoisonne Fillon. Une bombe fait exploser la campagne. Immédiatement, le parquet national financier ouvre une enquête pour vérifier ces soupçons d'emploi fictif de l'épouse du candidat Fillon. Pénélope, vraie fausse assistante à l'Assemblée. Moins d'un mois après, un juge est nommé. François Fillon fait alors une promesse aux 20h de TF1. Depuis que j'ai été désigné à la primaire, c'est une avalanche de calomnies et de critiques. Presque chaque jour, il y en a de nouvelles. Donc oui, je serai candidat. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Et ce qui devait arriver arriva, François Fillon va être mis en examen. Juste avant, le 1er mars, il convoque une conférence de presse. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout, parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Je vous demande de me suivre. C'est pas de moi qu'il s'agit, de mes droits, ou de la présomption d'innocence. C'est de vous, dont la volonté souveraine ne peut pas être annulée, annihilée, détruite. Oui, je serai candidat à la présidence de la République et nous tirerons de ces épreuves, avec tout ce qu'elles comportent de juste et d'injuste, le surcroît de force qu'il nous faut pour l'emporter et pour redresser notre pays. François Fillon dit « Je ne céderai pas ». Il a fait mine de céder. D'abord, il faut rappeler quand même que s'il était encore le favori en janvier 2017, il était déjà moins favori qu'en décembre et en décembre moins qu'en novembre. On s'était aperçu, après les primaires, que son programme était vraiment très conservateur et que lui correspondait à une strate de la société assez étroite. Et puis il a disparu, il a arrêté de faire campagne. Ah ben oui, mais ça, il était comme ça. Il est parti skier. Il aime mieux conduire sur des circuits automobiles que de traiter des dossiers ici ou là. Oui, il est comme ça. Deuxièmement, il s'est produit, dès que l'affaire Fillon a éclaté, quelque chose d'inouï, sans précédent, c'est que la justice a été rapide. On n'a jamais vu ça en France, une justice rapide. Elle s'est ruée, précipitée, avec comme argument qui n'était pas exprimé, qu'il fallait que la procédure ait commencé avant la campagne. Bon, mais du coup, tout a été un énorme accéléré. Mais vous dites ça avec soupçon ou pas ? Je dis ça parce que ça s'est passé. Alors, quand je dis soupçon, je veux pas du tout dire que les magistrats faisaient ce qu'on leur demandait de faire. Je pense que c'est les Parce que certains l'ont dit à droite. Oui, bien sûr, ils ont même dit qu'il y avait un cabinet noir, etc. Du côté de chez François Hollande. Non, mais ça, j'y ai jamais cru. Non, je croyais pas ça du tout. Mais vous savez, les magistrats, enfin, certains magistrats, n'ont pas forcément besoin d'encouragement pour prendre des décisions qui dérangent. Ils le font assez facilement d'eux-mêmes. C'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce qui a tout accéléré, parce que s'ils avaient suivi leur rythme normal, l'affaire aurait eu lieu après l'élection. Non, après le mandat. Si François Fillon était élu, il aurait été intouchable. En plus, Fillon a été très maladroit, d'une part agressif contre Sarkozy, agressif contre Juppé, agressif contre les magistrats, agressif contre tout le monde. Contre les journalistes. Contre les journalistes, ça c'est banal. À l'époque, on faisait siffler les journalistes dans les meetings de François Fillon. Absolument, mais enfin, vous savez, les politiques contre les journalistes, c'est presque un exercice de santé. Il y a deux Fillons. Il y a un Fillon bonne bourgeoisie de province, modéré, très compétent, très intelligent. Et puis il y a celui qui escalade les montagnes au sens propre, qui conduit sur des circuits à 240 à l'heure, etc. Eh ben c'est celui-là qui a réagi. C'est une erreur monstrueuse. Et donc, à partir de ce moment-là, il était entraîné inévitablement dans un tourbillon. François Fillon, gêné plus que ça même par cette affaire, certains ont supplié Alain Juppé de le remplacer. Bien entendu. Simplement, là, il y a eu un jeu à trois qui s'est retrouvé. C'est-à-dire Sarkozy, Fillon, Juppé, comme au moment de la primaire.
avec la même animosité. Comme par hasard, on n'arrivait pas à joindre Fillon au téléphone au moment idéal. Alors on lui faisait dire qu'il était prêt éventuellement à examiner l'hypothèse d'un recours si vraiment besoin était. Puis finalement, on l'avait pas au téléphone. Bon, donc ça n'avançait pas. Donc malgré les efforts désespérés de certains, et en particulier des collaborateurs d'Alain Juppé, dont Édouard Philippe, ça ne s'est pas fait. François Fillon ne cède pas, il affronte même la pluie le 5 mars, place du Trocadéro à Paris. Meeting géant avec la Tour Eiffel en arrière-plan. Je veux à présent m'adresser avec vous aux responsables politiques de la droite et du centre. Mon examen de conscience, je l'ai fait. Et croyez-le, je ne souhaite à personne d'avoir à le faire dans de telles circonstances. Aux hommes et aux femmes politiques de mon camp, je dirai à présent ceci. Il vous revient maintenant de faire le vôtre d'examen de conscience. Vous dites ce jour-là, excellent discours. Remarquable. Le meilleur discours de Oui, François Fillon. D'ailleurs, ma théorie, c'est présomptueux de dire ma théorie, mon observation, c'est que les meilleurs discours des hommes politiques sont ceux dans lesquels ils admettent leur défaite. C'est pas la première fois que je remarque ça. Alors là, ça a vraiment été le cas. Oui, mais voilà. L'affaire Fillon est en fait un feuilleton à tiroir. 12 mars, le JDD. L'avocat Robert Bourgi a payé des costumes sur mesure au candidat Fillon chez le tailleur Arnise. Il y en a pour plus de 13 000 €. Les enquêteurs fouillent le magasin de la rue de Sèvres et retrouvent un patron aux dimensions de François Fillon. Ça, c'est le coup de grâce. Oui, c'est le coup de grâce en particulier dans ce qui est le cœur même de l'électorat de François Fillon, c'est-à-dire la bourgeoisie catholique, traditionnelle, de province. C'est le cœur du fillonisme. Et pour eux, comme disait ma belle-mère, ça ne se fait pas. Et donc, brusquement, il est déconsidéré. Et être déconsidéré au cœur de son électorat, c'est bien pire qu'être déconsidéré aux marges de son électorat. Mais le coup de grâce donné par qui ? Par lui. Par François Fillon. Je ne sais pas si vous acceptez qu'on vous offre des costumes, mais pas moi. Non, enfin, personne n'a jamais tenté en même temps. Ça, vous n'en savez rien. Non, enfin, je parle pour moi, pas pour vous. Emmanuel Macron profite de ces affaires Fillon, c'est à ce moment-là qu'il se retrouve vraiment en position plus que favorable dans les sondages. Oui, mais il en profite d'autant plus que ce qu'il incarne est exactement à l'opposé de ce qui se passe. C'est-à-dire, d'un côté, on voit une famille politique en décomposition, à droite. On voit une famille politique qui est en train de s'enterrer vivante, à gauche. Et puis, apparaît quelqu'un qui incarne, à tort ou à raison, mais qui, à ce moment-là, dans l'opinion, incarne la modernité, la nouveauté et l'indépendance vis-à-vis du monde politique, ce qui est quelque chose qui compte beaucoup. Plus il y a un rejet du monde politique et médiatique, et plus quelqu'un d'extérieur qui débarque comme ça, qui s'impose, bénéficie d'une popularité éphémère. D'autant qu'Emmanuel Macron reçoit un coup de pouce. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Je lui dis, le danger est trop grand, il faut changer les choses et le faire d'urgence. Unissons nos forces pour y parvenir. Et alors là, ralliement de François Bayrou, et on assiste à un transfert immédiat et total dans les sondages. Emmanuel Macron récupère les 5% de François Bayrou dans les sondages. Oui, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit dans les élections présidentielles, la façon dont ça se passe. Le segment centriste n'est pas immense, mais il est compact, il est cohérent, et il y va à 100%. François Bayrou a été vraiment celui qui a donné le coup de pouce du destin. François Bayrou arrive à la rescousse, s'efface. Il donne l'impression, évidemment, qu'il est le faiseur de roi. Mais il aurait certainement préféré être le faiseur de soi. Emmanuel Macron, elle est pas mal celle-là. Hein, elle est pas mal. Vous l'aviez préparée celle-là. Ça, que chacun croit ce qu'il veut. Il ne dira rien. Emmanuel Macron progresse. Il a quand même encore sur sa route Marine Le Pen, qui est en pleine entreprise de dédiabolisation à ce moment-là. Mais cette dédiabolisation vis-à-vis des excès, des outrances, des dérapages, des incongruités et même des horreurs qu'a dit son père. C'est par rapport à ça, mais pas du tout par rapport à son programme, parce que son programme, il n'est pas du tout dédiabolisé. Elle sort de l'Europe, elle bazarde l'euro, elle sort de l'OTAN, elle veut la retraite à 60 ans payée 150%, elle est totalement dans un registre démagogique, protestataire, autoritaire, xénophobe. Et ça marche très bien. Ça marche très bien parce que on déteste les politiques, on déteste une partie de la population déteste le système général.
qu'elle a un certain talent d'expression, qu'elle a une certaine autorité naturelle, qu'elle a un héritage politique, mais politique anti-système, qui est celui de son père, eh ben ça marche. Le premier tour a lieu le 23 avril 2017, Emmanuel Macron arrive en tête. Là, Alain, plusieurs remarques. D'abord, c'est très serré. Emmanuel Macron, 23,7%. Marine Le Pen, 22%. Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, tous les deux au coude à coude à 19,5%. On a 4 candidats en 4,5 points. Les 4 premiers candidats en 4,5 points. Oui, mais alors, pour le coup, le monde entier est pour Macron. C'est-à-dire ? La droite se rallie sur le champ. Et à gauche, même chose, le mouvement est très rapide de ralliement. Donc ça signifie quand même que y a des réserves à gauche, des réserves à droite, et il est devant, donc on peut pas dire qu'il y ait un suspense sur qui va gagner. En plus, il y a quand même le souvenir qui est encore récent à ce moment-là, de 2002, et de Jean-Marie Le Pen dans la surprise générale arrivant au second tour, avec le rejet énorme que ça avait suscité. Emmanuel Macron est en tête, 24% des voix, mais je le disais au tout début de cet épisode, la participation est assez faible. Petite comparaison, au premier tour, il récolte 1,5 million de voix de moins que François Hollande et quasiment 3 millions de moins que Nicolas Sarkozy. Oui, mais c'est un fait que la participation a baissé. Au premier tour, l'abstention est de 22,2. Pour une présidentielle, c'est beaucoup. Ça n'a été le cas au-delà de ça qu'en 2002, justement, ce qui a déjà permis à Jean-Marie Le Pen d'arriver au second tour. C'est un problème, mais je vais dire c'est une évidence aussi, parce que compte tenu de tout ce que je vous ai raconté, si vous m'avez cru, il y a un tel rejet du monde politique général que le fait que ça se traduise par une abstention en hausse, qui sera pire au second tour. C'est assez logique. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont donc qualifiés pour le second tour. L'entre-deux-tours est électrique. 2 moments forts. D'abord, le 27 avril, Emmanuel Macron est en visite à Amiens. Il rencontre à la Chambre de commerce l'intersyndicale de l'usine Whirlpool menacée de fermeture. Mais pendant la réunion, son équipe se décompose. Marine Le Pen aussi est à Amiens et elle est sur le parking de l'usine avec les ouvriers. Regardez qui est là pour vous. J'ai le plaisir d'être là avec vous. Nous aussi. Et de venir vous apporter mon soutien. Merci Marine. Tout ce qui se passe là, tout ce qu'ils ont organisé. On va pas aller dans les restaurants avec les chefs là. Bien vous soutenir, vous. Ça rend furieux Emmanuel Macron. La scène a été filmée, on le sait. Son équipe ce jour-là explique qu'elle a préféré une rencontre avec les syndicats loin de l'usine pour le protéger. Et la réponse d'Emmanuel Macron à son équipe, il dit « on n'a que des craintes parce qu'on est des bourgeois ». Et ça, c'est tout à fait Macron. Pour être un bourgeois, c'est un bourgeois, mais c'est un bourgeois totalement atypique. C'est un bourgeois non conformiste, c'est un bourgeois anti-bourgeois. Il faut dire que Marine Le Pen a mieux commencé son entre-deux tours qu'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été plutôt maladroit au début de l'entre-deux tours. Elle a été évidemment hyper active et, il faut bien le dire, a eu des idées, a été courageuse. Emmanuel Macron, il n'a pas peur. Quelquefois, il n'a pas assez peur, mais là, c'est quand même lui qui a décidé d'aller voir les ouvriers qui accueillaient très bien Marine Le Pen, ce qui est normal, puisque Marine Le Pen était anti-système et qu'en plus, il y a 40% des ouvriers qui votent pour le Front National. Donc, c'est pas tellement étonnant. Mais ils l'ont adulé, ils l'ont applaudi. Et Emmanuel Macron, lui, est allé en milieu hostile. Il était l'ancien ministre de l'économie, donc les gens de Whirlpool, à juste titre, en voulaient le pouvoir qui n'avait pas pu empêcher la fermeture. Donc, il était mal accueilli. Marine Le Pen venait d'être très bien accueillie. Eh ben, il fallait oser. Mais ça, s'il n'osait pas, ce serait pas lui. Emmanuel Macron finit donc par aller voir les ouvriers. Il a fallu que Marine Le Pen vienne faire son cinéma ce matin pour que vous veniez. Mais moi, je trouve ça. Monsieur, je suis vraiment déçu pour ça. Parce que franchement, vous valez mieux que ça. Je vais pas vous mentir. Donc dans mon projet, il n'y a pas l'interdiction du licenciement parce que ça interdit derrière de faire des vrais investissements et de créer de l'emploi. Je ne vais pas vous promettre ça. Mais par contre, la fermeture des frontières, c'est une promesse mensongère. Je vous le dis. Ne croyez pas à cela. L'autre moment fort, c'est évidemment le débat de l'entre-deux tours. Il a lieu le 3 mai, Marine Le Pen ne va pas bien. La candidate est épuisée, migraine ophtalmique, éreintée par la campagne. La journaliste du Monde, Ivan Trippenbach, raconte que ce matin-là, Marine Le Pen reçoit la visite improbable d'Henri Guénaud, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, et de Gilbert Collard. Ils sont venus lui donner quelques conseils. Elle a déjà sa stratégie en tête. Ce soir, elle va attaquer, asphyxier Emmanuel Macron.
Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme. Mais Marine Le Pen cool. Ses conseillers lui ont préparé une pile de dossiers de toutes les couleurs à mettre bien en évidence sur la table pour montrer le sérieux de son projet. Elle se noie dans les différentes pages et Emmanuel Macron s'en amuse. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. 2 dossiers vendus contre les intérêts de la France. Mais c'est faux, je n'étais pas ministre pour SFR. Quant à General Electric Alstom, on peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Vous n'allez pas tenir longtemps, parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones, et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait des turbines et du matériel industriel. C'est pas la même chose. À la sortie du débat, Sylvain Faure, conseiller d'Emmanuel Macron, se moque de la candidate. Est-ce qu'il faut aller ramasser les dents de Marine Le Pen en plateau? C'est la question qu'il pose. Alain, de fait, c'est un naufrage. C'est un naufrage spectaculaire parce que, d'abord, elle se trompe complètement de stratégie. Elle croit que Macron est un faible produit, brillant mais faible, de l'élite parisienne. Alors d'abord, il n'est pas parisien et ensuite, il n'est pas faible. Donc, elle se trompe complètement de stratégie. En plus, c'est quelqu'un qui fonctionne à l'autorité et à l'ascendant. Dans les débats, elle parvient en général à prendre les commandes et d'une certaine manière à terroriser ses interlocuteurs. Bon, là, ça marche pas du tout, évidemment. Puis elle connaît pas bien ses dossiers. D'ailleurs, elle n'a jamais bien connu ses dossiers sur le fond. Elle connaît ses slogans. C'est tout à fait autre chose. Victoire d'Emmanuel Macron. Quel est le secret de cette victoire? L'audace, d'abord. De comprendre qu'une situation qui n'a jamais existé, qui est contraire à toutes les règles de la politique, peut se produire néanmoins. C'est-à-dire que la gauche et la droite peuvent s'effondrer comme des châteaux de cartes. En même temps, simultanément, ça s'est jamais produit. Et que quelqu'un peut foncer au milieu sans parti, sans passé, et avec une notoriété fraîche et forcément limitée. Donc c'est d'abord l'audace, ensuite c'est la chance. Parce qu'évidemment, il a eu énormément de chance. La plus grande des chances étant ce qui concerne Fillon. Il n'en a aucun mérite, mais enfin, il n'empêche qu'il en est le bénéficiaire. Donc il y a eu la chance, la hardiesse et la nouveauté. Les Français détestent le changement et adorent la nouveauté. Et il a une tête de nouveauté. C'est comme ça. C'est un nouveau venu, pas comme les autres, pas comme ceux qu'on venait de voir pendant 5 ans, pas non plus comme ceux qui avaient précédé. Tout ça joue. Victoire qu'Emmanuel Macron célèbre par un discours au Louvre. Et moi, il y a une phrase que je voudrais qu'on entende à nouveau. Je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Ne les sifflez pas. Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte. Mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. 5 ans après, Alain s'est raté. C'est surtout tout à fait contraire à ce qu'il venait de faire. Il venait de démontrer qu'on pouvait bousculer complètement le système politique. Si on pouvait bousculer complètement le système politique, c'est que les extrêmes étaient puissants et que les partis de gouvernement étaient morts. C'est ce qui s'est produit, c'est ce qui s'est confirmé. Et donc, il a pu faciliter et profiter de la déconstruction politique, mais il n'a pas du tout pu reconstruire un autre système. Du tout. Et donc, ça reste un édifice, je ne dirais pas fragile, mais tout entier concentré autour de lui. C'est une étoile sans galaxie. Alain, c'était le 8e et dernier épisode des Conquérants. Il me reste une question à vous poser. La question de toutes les questions au bout de 8 épisodes. Qu'est-ce qu'il faut pour remporter une élection présidentielle? Normalement, je dis bien normalement, une énorme opiniâtreté. En moyenne sur pas loin de 30 ans. Un goût du pouvoir au-dessus de la normale, bien entendu. Un ascendant naturel sur les autres qui peut prendre des formes différentes. C'est pas forcément de l'autoritarisme, mais un ascendant. Et, normalement, l'appui d'une famille politique solide. Je dirais que s'agissant d'Emmanuel Macron, rien de tout cela s'est produit. Sinon, le goût du pouvoir. Et si vous voulez que j'ajoute quelque chose de spécifique, qui alors, je crois, est commun à tous les présidents de la Ve République, Emmanuel Macron inclus, pour être élu président, il faut
une démesure intime. Vous venez d'écouter Les Conquérants, un podcast BFM TV à retrouver sur le site et l'application et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous y abonner et lui laisser une note.